Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ici dans le cadre des conférences de l'UTL et donc dans le cadre d'une conférence sur les musiques et les technologies numériques. Nous allons accueillir notre conférencier qui est monsieur Guillaume Kosmicki. Bonjour. Voilà, bonjour Guillaume. Et Michel est avec nous ici. Et donc, la Fédération internationale de l'industrie phonographique a réalisé une étude en 2021 montrant qu'environ un auditeur moyen écoutait 18 heures par semaine de la musique. Comme quoi la musique, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas Oui, ça a l'air, ouais, c'est vrai, à condition que le simple fait d'écouter soit jugé comme quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est que l'écoute ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on écoute en fond comme ça ? Est-ce que c'est une grande question. Ouais. Il y a une différence entre écouter et entendre aussi. Oui, c'est ça, complètement. C'est ce que l'on dit couramment, quoi. Donc, on va parler surtout de cet aspect technologie numérique. On se rappelle que les premiers enregistrements, c'était en 1860 à peu près, 1860 sur des rouleaux de papier. Et puis après, en 1877, c'était le phonographe à cylindre. Et puis après, les choses ont bien évolué. On est arrivé au programmateur et nous avait fait une belle conférence parlant de l'utilisation des sons en jouant avec les sons. Et finalement, comment on peut jouer avec les sons ? C'est la question que vous me posez ? Eh oui. Écoutez, en fait, oui, c'est vrai que la conférence que j'ai faite, alors pour la situer, ça s'appelle Musique et révolution numérique. La révolution numérique, en fait, je la situe aux alentours des années 50 parce que c'est le début de la computer music, c'est le début de l'utilisation d'ordinateurs dans le domaine de la musique, donc aux États-Unis en l'occurrence. Et tout simplement, en fait, à ce même moment, on a différents laboratoires qui voient le jour un peu partout dans le monde, mais tout particulièrement, j'ai évoqué le laboratoire de musique concrète de Paris, de la radiodiffusion française, et le laboratoire de musique électronique de Cologne. Et effectivement, ce sont deux endroits où, de manière très différente, on a joué avec les sons. L'un, dans la musique concrète, jouait sur l'enregistrement sonore et prenait toutes sortes de sources possibles, que ce soit des sons de la vie quotidienne, des bruits, des choses comme ça. Oui, la musique concrète, on prend n'importe quel son. Ça peut même de la musique, je dirais, sur instrument. C'est possible, ça peut servir de support. On va combiner ces sons, c'est ça ? On les combine, on les mixe, on les monte, on en tire des nouvelles pattes sonores, nouvelles matières, on trouve une dynamique là-dedans, etc. Donc c'est tout à fait fascinant, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, c'est faire de la musique avec de l'enregistrement. On n'avait jamais imaginé ça, l'enregistrement, comme Thomas Edison que vous évoquiez invente ce procédé, c'était pour fixer la mémoire, c'était pas du tout pour fabriquer de la musique. On a commencé à enregistrer de la musique avec, donc déjà c'était quelque chose, mais fabriquer de la musique avec, c'était encore une autre étape, donc c'est ça. Et puis les autres, dans le domaine de la musique électronique, eux, ils fabriquent de la musique à partir de la synthèse sonore de générateurs électriques qui fabriquent des sons inédits, inouïs. On fabrique de la musique avec ça. Et dans ces conditions, la partition ne sert à rien. Est-ce qu'on a besoin de connaître le solfège, par exemple, pour nos auditrices et nos auditeurs ? Pour la musique électronique, oui. Mais pas pour la musique concrète. Pas forcément pour la musique concrète, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a quand même un codage. C'est une musique qui est quand même savante, une musique qui repose sur des structures qu'on pense à l'avance. Donc il y a des tas de plans, il y a des tas de choses qui peuvent être écrites. Le codage n'est pas celui d'une partition qu'on imagine traditionnelle, mais il y a quand même un codage, il y a quand même une grammaire. C'est quoi ce codage ? Alors c'est un codage informatique, un codage numérique ? Non, du tout, c'est des papiers sur lesquels on écrit juste un chronomètre, par exemple. Ça peut être à tel moment on déclenche tel son se mêle avec tel autre, c'est un son en delta, etc. Après, il y a tout un vocabulaire technique qui peut découler de ces pratiques et on peut les écrire tout simplement sur des petits graphiques. Ça peut être une partition graphique. Ça, c'est possible. C'est vrai que vous disiez
vous êtes ému, n'est-ce pas? Enfin, je me rappelle dans les débuts, c'est une blague. avec bien sûr, avec beaucoup d'humour, on nous disait ça. Et c'est vrai que c'était pas facile à écouter. Enfin, on l'a fait. On a écouté des musiques qui étaient, alors j'ai utilisé le terme plusieurs fois, je vais l'utiliser ici aussi à l'antenne, balbutiantes. Oui, c'est ça. Vraiment l'idée qu'on est dans la préhistoire de ces technologies. On a fait un bond de 70 ans dans la conférence. Alors ça a l'air de rien, 70 ans, mais on a fini sur l'intelligence artificielle. Donc je veux dire, il y a quand même un sacré chemin qui s'est franchi entre les deux moments comme ça clés de ma conférence. Ouais. J'ai trouvé impressionnant dans votre conférence aussi une Béatrice Ferreira qui avait combiné la voix, des extraits de la voix de sa nièce décédée. Bon, c'est vrai que c'était peut-être pas émouvant de par les combinaisons, mais de par le sens que ça avait, quoi. C'était un sens de mémoire pour ça. C'est ça, elle a pris la voix de sa nièce qui rêvait d'être chanteuse, qu'elle avait enregistrée chez elle à Paris, une nièce qui venait d'Argentine. 3 ans après sa mort accidentelle, dans un accident de moto, elle a utilisé cette voix, alors des tas de petits bouts de sa voix, des respirations, des rires, des petites interjections, des petits bouts de chansons, etc. Et elle les a recombinés dans une grande forme, avec ces Mercedes cornues, là, cette voix de cette femme, cette jeune femme disparue. Donc il y a un côté effectivement émouvant, trace mémorielle, fantomatique. Donc après, vous nous avez parlé notamment des laboratoires... du 3e laboratoire de Bell, avec Max Matthews. Max Matthews, oui, c'est ça, aux États-Unis, ouais. Et donc là, on est dans le numérique. Complètement, puisque en fait, c'est la première fois qu'on gère une manière nouvelle d'utiliser l'ordinateur au profit de la musique, c'est-à-dire de l'enregistrement, de la synthèse sonore, de l'aide à assister à la composition assistée par ordinateur, le domaine des interfaces. Enfin, il y a tout un ensemble de pratiques qui naissent de ces laboratoires et qui vont être les pratiques de l'informatique musicale pendant les décennies à venir. Et vous disiez, enfin, il faut me corriger, bien sûr, vous disiez que pour 10 secondes, eh bien, il fallait faire 20 minutes de calcul ou quelque chose comme ça. Je dirais même pour 1 seconde de son, 20 minutes de calcul. Oui, tout à fait. À l'époque, on était au début, des machines qui n'étaient pas du tout puissantes. Et pourtant, qui tenaient sur des salles absolument gigantesques, des pièces. Alors, vous nous avez passé aussi un extrait, de 2001, de l'Odyssée de l'espace, c'est ça? Et c'était une voix artificielle qu'on entendait. Disons que de ces laboratoires Bell, on a inventé la synthèse vocale. On a fait que l'ordinateur a reproduit artificiellement des voix avec le sens, quitte à les faire, même en permettant de les faire chanter. On a une voix qui chante Bicycle Built for Two. Alors, ça a été fait en 63. Et Stanley Kubrick, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, a eu l'idée géniale de récupérer cette voix pour l'utiliser dans son film à des fins narratives, quoi. C'était pas prévu pour ça à la base, mais il l'a intégré dans son film. J'ai trouvé aussi intéressant, quand vous nous avez cité Laurie Spiegel, qui nous disait que la technologie permet de se libérer au niveau de la composition musicale, c'est ça? Oui, elle parle notamment de sa position de femme, de compositrice, dans un monde où on ne les respecte pas beaucoup, surtout dans ces années 70. Elle l'exprime d'ailleurs. Oui. Et donc, elle explique qu'on se détache des structures de pouvoir qui sont tenues par les hommes. C'est-à-dire qu'elle évoque les radios, elle évoque les studios d'enregistrement, elle évoque tout un ensemble d'endroits où les hommes sont là, très présents, et où les femmes n'ont pas accès, n'ont pas voix au chapitre. Et donc, en se permettant comme ça, via l'outil informatique, de se retrouver seule responsable de cette musique qu'elles produisent d'un bout à l'autre de la chaîne, elles se détachent de ces structures de pouvoir et elles peuvent exister tout simplement. Vous nous parlez aussi un peu de Jean-Claude Risset. Avant, peut-être une question de Michel. Vas-y, Michel. Oui, j'avais une question à poser, moi, par rapport à Björk. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, et aux auditeurs aussi, le projet de Björk et en quoi est-il, innovant, novateur? Alors ce projet, c'est un projet 2016, 2016 qui est basé sur l'intelligence artificielle. C'est un projet beaucoup plus tard dans l'histoire, et c'est un projet sur lequel elle a utilisé des enregistrements qu'elle avait fait sur plusieurs albums. Elle a
rassemblé tout un ensemble d'enregistrements choral. Elle a placé un moyen de diffusion dans un hôtel de New York, et sur le toit de l'hôtel, elle a placé une caméra qui permet de capter les changements, alors les levées, les couchers de soleil, les changements météorologiques, aussi des tests aussi sur la pression atmosphérique. Il y avait un objectif quand même précis par rapport à ça. Alors l'objectif, c'est d'avoir une musique qui se génère de sa musique, une musique qui se génère de sa propre musique, de tous ces enregistrements choraux, et dans lequel l'ordinateur automatiquement, avec tous ces changements, va créer suivant un certain nombre d'algorithmes, va créer des nouvelles reconfigurations de ces chœurs et faire entendre une musique inédite par rapport en fonction et donc pour l'hôtel, c'est un atout, c'est-à-dire ouais, sûrement, oui, bien sûr, bien sûr, c'est comme un concert perpétuel. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme un concert perpétuel, quoi. Ouais. Ok. Alors, on revient encore sur les aspects numériques, je crois, avec Jonathan Hervé, c'est ça Jonathan Hervé, ouais, j'ai évoqué. Et vous avez évoqué le passage de voix avec une cloche également, puisqu'il était à Westminster. Winchester. Alors oui, Jonathan Hervé, c'est un... On fait la remarque qu'on avait la sensation... Oui, on en avait parlé, Michel et moi, pendant votre exposé. Ah ouais. Vaguement. Oui. Ouais. Jonathan Hervé, en fait, c'est un compositeur anglais qui est venu étudier à l'IRCAM, qui est venu travailler sur le dernier cri des ordinateurs à l'époque de l'IRCAM, donc l'Institut de recherche de coordination acoustique musique, grand laboratoire de recherche français à Paris, où tout le monde venait à l'époque. C'était un petit peu la mecque des compositeurs, des compositrices. On venait étudier, c'était un petit peu un passage obligé de stage à l'IRCAM. Et il venait composer, utiliser ses machines, etc. Et lui avait, dans l'idée poétique du compositeur, l'idée de mêler la voix de son fils, qui était chanteur à Winchester, avec la cloche ténor de cette cathédrale qu'il a adorée, plus avec aussi toutes les cloches de l'église. Et il a mêlé les enregistrements de son fils, des cloches, avec une technologie de génération de sons de cloches et de sons vocaux des deux logiciels qu'il utilisait à l'IRCAM. Il a mêlé tout ça, il a fondu tout ça, et ça a fait un Mortuos Vivo, Plangos Vivos, je crois, le nom de l'œuvre. Mortuos Plango, je ne sais plus le nom exact, j'ai pas pris mes notes. Je ne savais pas qu'il fallait que je prenne mes notes, mais elles sont juste là en fait, il suffisait que je me penche. Mais, et cette œuvre-là, fascinante, mêle la voix et la cloche avec un lissage que seule l'informatique permet de faire. Ok, on arrive maintenant à l'intelligence artificielle. Déjà, on avait commencé avec Michel. Avec Björk. Mais c'était en 2015, ça a démarré en 2015. Alors un peu avant, parce que le premier logiciel mis au grand public, c'est Microsoft, c'est My Voice, c'était en 2008. 2008 voilà. déjà. Ouais. Ah oui. Mais la recherche date d'avant, bien sûr. On commençait à imaginer l'intelligence artificielle, je l'ai dit, dans les années 50 déjà. Oui. C'était en embryon, on va dire. C'est ça. Mais la mise à disposition du grand public, elle date de 2008 pour le premier logiciel, puis après, petit à petit, 2012, 2015, 2016, c'est une dizaine d'années que ça s'est multiplié et accéléré. Et vous, que pensez-vous du terme intelligence artificielle ? Est-ce que l'intelligence peut être artificielle en soi ? Puisque l'intelligence est quelque chose qui émane d'un cerveau et pas d'un appareillage électronique, informatique ou autre. Alors, je ne sais pas si un jour elle pourra être artificielle ou pas, mais à mon avis, à mon sens, pour moi, le terme d'intelligence artificielle est un mauvais terme. Parce que ce n'est pas une intelligence actuellement. Alors, je ne sais pas si un jour, on pourra effectivement en arriver à reproduire la faculté de raisonnement d'un être humain. Je suis absolument pas sûr de ça, mais en tout cas, c'est pas le cas. Et donc, quand on appelle ça une intelligence artificielle qui consomme une quantité phénoménale d'énergie pour faire les résultats qu'elle a, c'est ça. Nous, pour raisonner, on n'a pas besoin d'autant d'énergie que ça. Pourtant, le cerveau consomme 20% de l'énergie quand même de notre corps. Mais c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on dépense. Bien sûr, ce que dépense un computer, une série de computers. Un autre aspect également, on va y venir ensuite,
Ma fille, par exemple, qui est dans le domaine du spectacle, s'est amusée à composer une musique en rentrant. Elle a appelé, je ne vais pas donner le titre, c'est pas la peine. Elle a donné un certain nombre de directives et c'est bluffant. Hein. Un prompt, ouais. C'était avec Suno. Elle a fait ça avec Suno. Suno, voilà, qui est un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui. Ça marche bien. Et donc, elle a parlé du fait du manque de liberté ou de l'argument par rapport aux moutons de Panurge. Et donc, elle a mis une chanson... Elle a donné un certain nombre de données en disant « je veux ça, je veux ça et je veux ça ». Et l'intelligence artificielle... Alors, comment elle procède ? Elle va chercher dans des banques de données de sons... comment procède l'intelligence artificielle ? Oui, elle a prospecté, enfin on l'a nourri, on l'a complètement boosté à partir de milliers d'heures d'enregistrement. Ce qui fait que d'ailleurs ça pose des questions de droit aujourd'hui, hein, parce que les labels se demandent, ils veulent leur part du gâteau, hein, ils disent non, c'est piqué dans notre catalogue. Et en fait la réponse, il faut que ça se traite en justice, hein, tout ça, c'est pas encore le cas, il n'y a pas eu de procès pour l'instant, mais la réponse ce sera que en fait il n'y a qu'une parcelle de chaque chanson qui a été utilisée pour générer une nouvelle chanson, une toute petite parcelle qui n'entre pas dans le cadre du droit d'auteur, parce qu'aux États-Unis un tout petit bout de morceau peut être utilisé sans que ça pose de problème, sans qu'on ait à payer des droits dessus. Donc, on a boosté la mémoire avec tout un ensemble de morceaux qu'on a associés à différentes caractères, c'est-à-dire qu'on a dit ça c'est telle époque, ça c'est tel sentiment, ça c'est et donc chaque morceau a sa liste de caractères, et donc l'IA pioche dans une banque de données, une base de données absolument gigantesque, et elle combine en fait des choses préexistantes. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous nous avez passé également l'expression de Laurent Cousin. Laurent Couson. Couson, excusez-moi. Ouais. Laurent Couson, disant ses craintes, exprimant ses craintes. Oui, là, c'est en se disant, indépendamment de l'aspect écologique, l'utilisation de l'intelligence artificielle est un risque. Oui. Il a fait écouter du Mozart, il nous a fait écouter des chanteurs. Oui, c'est du faux, tout est faux. Mais on s'y croirait presque. Ouais. Et donc, qu'en pensez-vous ? En fait, Laurent Couson, il défend son métier. En fait, c'est un compositeur qui est très inquiet parce qu'en fait, il travaille dans le domaine de la musique de publicité, de générique. Il y a plein d'activités qui sont des activités compositeurs qui leur permettent tout simplement de manger, hein, de vivre. Et puis, il y a d'autres métiers qui sont ceux de producteurs, d'arrangeurs, ceux de... tout un ensemble de métiers qui vont en fait disparaître, en fait, qui sont très en danger et qui vont disparaître du fait de l'utilisation de ces technologies. La composition de quelque chose de génial, d'original, etc. Pour ça, il le dit, ça, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le génie n'existe pas avec l'intelligence artificielle. Non, puisque c'est une compilation, c'est de la compilation. Ou alors le génie de la compilation, si on peut faire quelque chose de génial avec ça. Mais en fait, en tout cas... quoi qu'on le maîtrise, on le maîtrise pas en amont. On a accumuler toutes les données, mais on ne maîtrise absolument pas ce que va sortir l'intelligence artificielle. Non. Elle le sort de manière aléatoire. Complètement aléatoire, et elle ne sait même pas qu'elle est en train de sortir de la musique, parce qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas de conscience. Donc, en fait, elle ne sait même pas s'il y a tant d'instruments, des voix. Elle sait pas. Elle sort un son, en fait, un son global qui répond à un prompt, qui répond à un script. Et nous, à l'intérieur, on y entend des violons, des guitares et tout ce qu'on veut. Mais en fait, pour l'ordinateur qui génère ça, c'est juste une réponse à un problème donné, quoi. Ouais. Enfin, vous finissez par quelque chose qui a été fait en novembre 2023 avec les Beatles, où finalement, là, on est capable d'améliorer une voix qui a été détériorée au niveau de l'enregistrement. Et c'est très bluffant. Au niveau, on a pris la guitare de George Harrison. Ah oui, c'est une chanson de John Lennon. John Lennon l'avait enregistrée en 77 sur une. C'était quelle chanson déjà j'ai plus le nom. Now and Then. D'accord. Et le morceau a été enregistré vaguement avec Lennon au piano sur une cassette, donc avec un très mauvais son en 77. Les Beatles les Beatles survivants avaient déjà essayé d'enregistrer une chanson sur la voix de Lennon en 95. Donc George Harrison avait enregistré
enregistré dans un studio, la version de guitare. Ils étaient encore 3 à l'époque. Ils étaient encore 3 et ça avait été filmé en fait, voilà, et enregistré avec Lennon, donc en virtuel, mais ça marchait pas. Ouais. Et en fait, l'intelligence artificielle a permis de sortir la voix de Lennon complètement dégagée on peut extraire complètement une voix ou un instrument, la guitare piano, aussi. C'est ça. Et de la faire entendre avec une qualité bien améliorée, une voix complètement remise à jour, parce que l'algorithme, l'intelligence artificielle recalcule une voix très bien enregistrée à partir de celle qui existe. Donc c'est pas une invention, là, c'est vraiment une réparation. Là, quelque part, c'est une technique qui peut permettre de ressusciter quelque part. C'est possible aussi de ressusciter un disque qui est abîmé, voilà, c'est possible aussi d'imaginer boucher un trou de quelque chose qui aurait disparu. Il y a plein d'utilisations comme ça, ça c'est sûr. Vous parliez, là, ce serait plutôt imaginer la symphonie inachevée. On pourrait l'achever. Un quatrième mouvement, faire un quatrième mouvement. Ou créer une 10e symphonie de Beethoven, ça c'est possible aussi, par exemple. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques études actuellement, il y a des gens qui discutent là-dessus. Est-ce qu'on pourrait arriver est-ce qu'il y ait une conscience de l'intelligence artificielle ? Des neuroscientifiques réfléchissent là-dessus avec des informaticiens. Mais bon, ça, on va dire que c'est peut-être aussi très, très dangereux également pour l'avenir. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre interview, et on va prendre une petite photo. Au revoir à toutes et à tous, et prenez soin de vous, écoutez de la musique et essayez de déterminer si c'est vrai ou si c'est faux, puisqu'il y aurait 18%. Alors, je me suis même trompé, c'est pire que ça, c'est 28%. 28% par jour. Dans toute le 10 heures, par exemple, qui amène des nouveaux morceaux chaque jour, dans chaque journée, il y a 28% de morceaux d'intelligence artificielle. Quand vous écoutez de la musique, pensez-y. Je demander, moi, éventuellement, parce que dans le résumé que vous aviez envoyé, là, il y a des artistes qui auraient pu être abordés, mais Kraftwerk, j'écoutais beaucoup moi, dans les années 70, 80, ou Giorgio Moroder. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la musique, vraiment, ces gens-là Comment vous les inscrivez dans votre parcours de cet après-midi ? Alors, voilà, ce que je n'ai pas traité cet après-midi, je l'ai dit, depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, cette conférence est obligatoirement complètement reconfigurée, parce que si j'affirme que je parle de musique et de révolution numérique et que je ne parle pas d'intelligence artificielle, c'est pas possible. Oui, on comprend bien. Donc forcément, je suis obligé de traiter d'un gros sujet comme ça. Alors, le truc, c'est que avec Kraftwerk, par exemple, je montre à quel point, en fait, on a un groupe qui a affirmé clairement, très clairement, parmi les premiers, l'utilisation de toutes ces technologies nouvelles de synthèse sonore. Donc, ils ont été les premiers groupes à faire un groupe entièrement basé sur les ordinateurs. Enfin, pas d'abord les ordinateurs, d'abord les synthétiseurs. Par la suite, ils ont fait un album aussi avec des ordinateurs dans les années 80. Et ils ont affirmé, ils se sont débarrassés de leur guitare électrique, ils se sont débarrassés de leur flûte traversière, de tous leurs instruments originaux. Et ils ont choisi d'associer cette pratique avec même des chorégraphies robotiques, avec une manière presque de jouer le jeu avec ce travail de la machine, etc. Et c'est un jeu chez eux. Kraftwerk, ça veut dire centrale électrique, centrale nucléaire. Ils ont revendiqué. On est en quelle année là Kraftwerk, ils ont Autobahn, c'est 74. C'est à partir de Autobahn en 74 qu'ils ont vraiment fait ça. À l'époque, on écoutait Jarre aussi, Jean-Michel Jarre, c'était un peu l'époque. Et Giorgio Moroder, c'est peut-être différent. Giorgio Moroder, il a inventé une disco entièrement basée sur les synthétiseurs. C'est ça, aussi, voilà, c'est ça. Ouais, alors que la disco était basée sur des grands orchestres, des grands cuivres, etc. Donc il a été un des premiers à faire ça. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Écoutez de la musique en sachant que parfois c'est de la musique synthétique en quelque sorte. Ça peut arriver. Ça peut arriver.